Bien, merci de nous accueillir ici. Merci au CMG de co-organiser cette session. Merci en particulier à Julien Le Breton, Cédric Ras, Sébastien Courreau, parce que ce projet, on l'a fait ensemble, et avec plein d'autres personnes également. Et on est assez heureux et fiers de vous le présenter, parce que ça n'a pas été de tout repos non plus. Voilà. Donc, alors, je n'ai pas de lien d'intérêt sur le sujet, on le précise. Même si je suis à l'Institut national du cancer, je suis responsable du département de prévention, donc, qui s'occupe de l'ensemble des programmes de dépistage. Donc un petit rappel, vous le savez, Julien l'a mentionné, sur le fait que ce soit une priorité de santé publique, la lutte contre le cancer du poumon, première cause de décès par cancer en France, deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes, troisième cancer le plus fréquent chez les femmes, avec un total de 53 000 cancers par an. Donc on est sur quand même l'équivalent d'un stade de foot par an. C'est pas négligeable. L'autre point majeur, c'est qu'on a 80% de ces cancers qui sont liés à l'usage de tabac, et qu'en fait, quand on regarde la littérature, on est sur un risque relatif qui est multiplié par 15 ou 20. Donc c'est pas négligeable non plus. Ce qui fait que le programme dont on va vous parler a été ciblé essentiellement sur les gros fumeurs ou anciens gros fumeurs. Donc c'est un programme de dépistage qui est assez ciblé. L'intérêt d'un programme de dépistage, c'est d'essayer de détecter les cancers à un stade plus précoce que s'il n'y avait pas eu de dépistage. On voit que c'est le cas. Là, je vous ai mis un tableau qui vient de l'étude Nelson, qui est une des deux grosses études qui fait foi en la matière. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est une des deux plus grosses, où on passe... Je ne sais pas si... Alors, on passe d'une majorité de cancers 3-4, stade 3-4 qui est la situation actuelle, à une majorité de cancers 1A et 1B en situation de dépistage. Donc ça veut dire qu'on renverse la distribution et ça nous permet d'avoir des cancers de meilleur pronostic, si tant est que ça se vérifie que ce n'est pas seulement un biais d'avance au diagnostic. Il se trouve qu'il y a une méta-analyse qui a confirmé... qui a repris l'ensemble des études et qui... Donc là, j'ai sorti une méta-analyse de la Cochrane, il y a eu plusieurs méta-analyses, et on voit qu'on a un gain de 20-21% en termes de mortalité spécifique. Le gain en mortalité globale, il n'est pas tellement significatif, en fait. Bon, ça peut s'expliquer par les autres cancers ou les autres pathologies induites par le tabac, entre autres. C'est une priorité, et donc ça a été mis comme une priorité à la suite de la publication de l'étude Nelson, une des priorités de la stratégie décennale de lutte contre le tabac. Donc c'était l'action 1.13.5, ici en bas, évaluer la faisabilité d'un programme de dépistage organisé des cancers du poumon. Je vous avoue qu'à ce moment-là, on s'était dit mettre en place un programme de dépistage du poumon, et puis... on a été assez prudent sur la formulation et effectivement, on voit qu'on a besoin de temps de toute façon pour déployer un tel programme et qu'il y a des choses encore à valider. Donc c'est quelque chose, c'est une action qui était identifiée en tant que telle et on peut y ajouter également appeler à la mobilisation de tous pour en finir avec le tabac. Donc c'est une action conjointe. Donc ça avait été annoncé par le président de la République en février 2021. Ça figure dans la stratégie décennale, je l'ai dit. Ça figure aussi dans les recommandations, les guidelines européens sur le sujet. En 2022, la HAS a actualisé son avis de 2016. Vous savez qu'elle avait rendu un avis plutôt défavorable en 2016. Et dans ce nouvel avis de 2022, elle reconnaît, elle conclut à une diminution du taux de mortalité spécifique et du taux de détection de cancer bronchopulmonaire à un stade tardif, avec une amélioration, une augmentation du taux de détection des cancers à un stade précoce. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on attend dans le cadre du programme de dépistage. En vis-à-vis, là, en regard, elle met une augmentation du taux de surdiagnostic. Ce n'est pas une surprise non plus. Quand on met en place un programme de dépistage, on induit du surdiagnostic par nature. Dans sa conclusion, elle souligne également un besoin d'expérimentation en vie réelle, la mise en place d'un programme pilote par l'INCa. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, pourquoi un programme pilote ? Parce qu'elle considère qu'il y a encore des points à préciser pour qu'on puisse déployer et organiser ou généraliser un programme à l'échelon du territoire. Alors, différents points qui ne sont pas précisés, en tout cas qu'elle n'avait pas précisé, qui concernent en particulier la population cible, les critères d'éligibilité, qui on va cibler dans le cadre du programme de dépistage,
les modalités de repérage et d'invitation, l'adhésion, quelles sont les meilleures modalités d'adhésion et est-ce qu'on va arriver à faire adhérer la population à un dépistage comme celui-là. Je dis la population, c'est les professionnels aussi, et avoir votre participation à ce congrès, je suis assez content que vous mobilisiez sur le sujet. Ensuite, il y a des inconnus également sur la procédure de dépistage, qui est considérée comme non démontrée, tant au niveau des modalités que des algorithmes à utiliser. Quand on dit les modalités, c'est quel intervalle, quelle fréquence du dépistage, le nombre de clichés à faire, etc. Manquer de données de performance en vie réelle également. Alors, il y en a dans des essais. On avait quand même une étude en France, en baie de Somme, où il y avait des choses, mais là, disons qu'il y a un besoin de documenter plus avant ces aspects-là. Et surtout, pour ce qui est de la procédure de dépistage, l'apport de la double lecture, est-ce qu'on va se calquer sur un dispositif qui est similaire à celui qu'on a pour le dépistage du cancer du sein, et l'apport de l'intelligence artificielle, qui est d'ores et déjà intégrée dans les logiciels, dans les consoles d'aide à la décision. D'autres aspects qui concernent la sécurité, et c'est ce qui a fait que le programme pilote a été qualifié de recherche, en fait, puisque en soi, on devait les documenter. Ça veut dire que les personnes qui participeront à ce programme pilote devront donner leur consentement. Les choses donc sur la dose d'exposition maximale, pour ça on fera des modélisations, des critères de qualité des scanners, les risques qui sont liés aux faux positifs, aux examens complémentaires, les découvertes fortuites, tout ça on doit le documenter plus avant et c'est pour ça qu'on le fera dans le cadre du programme de dépistage. Une dernière question qui se posait également, c'est sur l'impact organisationnel. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de saturer ou de manquer en fait dans les filières de soins? Et quand je dis filière de soins, ça peut être la chirurgie derrière, mais ça peut aussi être la dicto, puisqu'on aura une double proposition à la fois de scanner et de sevrage tabagique pour les personnes qui sont encore fumeuses. Le dernier point, c'est l'enjeu d'accessibilité et d'acceptabilité. Je vous l'ai mis déjà avant, je l'ai abordé sur l'adhésion. Dans les autres programmes de dépistage qui sont en place, ou le programme pilote ou expérimentation qui sont en place dans le monde, le taux d'adhésion est très faible et on sait que ça va être un vrai sujet. Donc on est parti sur un programme pilote, une RIPH2, qui va combiner un scanner spiralé faible dose des poumons, une proposition d'accompagnement à l'arrêt du tabac pour les fumeurs. Dans ce cadre-là, avant de développer le programme pilote, on est passé par une phase où on a souhaité en fait définir dans un référentiel opérationnel ce qui ferait la structure du programme pilote qu'on mettrait en place. Et donc on a fait une analyse de littérature, une procédure Delphi derrière pour essayer de délimiter, déterminer tout ce qui faisait consensus en fait et qu'on pouvait utiliser comme ossature du programme pilote. Ça concerne le ciblage, les modalités d'examen, l'aide à l'arrêt du tabac, certains aspects organisationnels ou d'assurance qualité, l'évaluation. En parallèle, on va lancer une modélisation sur le surdiagnostic. On est déjà impliqué également avec l'IRSN dans une modélisation de l'effet des radiations, puisqu'il y a toujours un sujet cancer radio-induit, comme on peut l'avoir sur le dépistage des cancers du sein. Donc tout ça, c'est fait en parallèle. Le programme pilote ne pouvait pas répondre à l'ensemble des questions que se posait la HAS. J'ai mis deux critères là qui sont essentiels. C'est ceux qu'on m'a posés essentiellement sur le stand où on était tout à l'heure. Ça concerne d'abord le ciblage. Alors le ciblage, c'est homme ou femme, donc il n'y a pas de différence entre sexes. Des personnes qui sont âgées de 50 à 74 ans. Donc ça, c'est facile à retenir parce que c'est comme pour les deux autres gros dépistages organisés du sein et du cancer colorectal. On ne l'a pas choisi comme ça, c'est parce qu'il y avait suffisamment d'infos et de données dans la littérature. Des fumeurs ou anciens gros fumeurs. Et quand on dit anciens fumeurs, c'est ayant arrêté depuis moins de 15 ans. Au-delà, ils ne seront pas éligibles pour le programme de dépistage, même si on sait très bien que ça, c'est du déclaratif. Mais bon, voilà. Et dont la consommation a été évaluée à 20 paquets années. 20 paquets années, vous savez tous que c'est un paquet par jour pendant 20 ans. Et pour tenir compte en fait de la prédominance de la durée de consommation sur la quantité consommée dans le risque de cancer bronchopulmonaire, on a mixé en fait les critères des deux études, NLST et Nelson, et donc on a rajouté en descendant jusqu'à 15 cigarettes par jour pour une durée de consommation de 25 ans et jusqu'à 10 cigarettes, un demi-paquet, pour une durée de consommation de 30 ans, puisque c'est la durée qui influe le plus.
Les modalités qu'on a pu déterminer, sur lesquelles on a conclu, donc c'est un intervalle entre les deux premiers scanners qui serait de 1 an, 0 et 1 an, et ensuite tous les 2 ans. Et une proposition d'aide à l'arrêt du tabac qui doit être concomitante à l'évaluation de l'éligibilité. Donc, on le fait tout de suite. C'est un processus qui permet d'accrocher plus facilement les fumeurs. Ensuite, on a produit un cahier des charges. Donc, un cahier des charges, l'idée, c'était de définir en fait un promoteur et d'obtenir un projet de recherche qui réponde à l'ensemble des questions qu'on se posait, parce qu'on ne pouvait pas le mener nous-mêmes, en fait. Et donc, on a écrit un cahier des charges qui se fondait, qui avait dans ses annexes le référentiel opérationnel et qui définissait, en fait, les attentes du projet qui devait être mis en œuvre. Donc, avec une documentation à minima des points qui avaient été identifiés par la HAS comme devant être documentés. On en a rajouté d'autres, par exemple sur les inégalités, par exemple sur les scores. Il peut y avoir également des aspects sur le biomarqueur, le repérage, l'aller vert. Et puis, comme c'est un gros programme, même si ça reste une étude et un programme pilote, l'idée c'est qu'on est parti sur un déploiement progressif, en fait, avec l'idée de préfigurer à 5 ans le futur programme de dépistage. Bien sûr, on aura des analyses intermédiaires entre deux qui nous permettront d'orienter ou d'ajuster le programme s'il y a besoin, peut-être de renoncer à la double lecture s'il n'y a pas besoin et si l'IA est suffisante. Ça, on vous en parlera sans doute après. L'unité géographique qui a été définie, c'est la même que pour les autres programmes de dépistage organisés, c'est la région. C'est pour ça qu'on demande en fait un accord des ARS dans l'organisation sur le schéma qui sera déployé en région. Un budget qui est porté par trois institutions, l'INCa, l'assurance maladie et les ARS et les autres financeurs, les ARS étant financés par le FIR, donc par l'État. Au final, on sélectionne un projet qui se dénomme Impulsion. Alors au départ, on avait 2 projets qui ont convergé, qui ont mis quelques mois pour converger, mais on est arrivé à un excellent projet qui va être présenté par la suite. Donc juste pour vous redire, vous mettre un peu sur une frise où on en est, le référentiel, le cahier des charges, l'appel à candidature pour une étude RIPH2. En ce moment, le projet, on l'a sélectionné en janvier, projet Impulsion. Et à l'heure actuelle, on en est à l'étape de conventionnement. Et ensuite, on va devoir intégrer, ça va commencer en avril, les démarches avec le comité de protection des personnes, la CNIL. Et on espère pouvoir lancer le programme pilote dans le dernier trimestre de cette année, avec les premières inclusions. En parallèle, on fera des modélisations et on accompagnera le projet. On a d'autres travaux de recherche qui sont attendus également, pour lesquels on va lancer un appel à projet. Voilà, je vous remercie.